Je remercie à mon tour le SMEM de nous accueillir tous les quatre. Jean-Pierre Pastori, qui est donc le président de la Fondation Alain Danielou, Michel Guès, concepteur du sémantique Danielou 36, Claude Cellier, concepteur du S52, et moi-même, qui ai l'honneur de travailler pour cette fondation depuis maintenant plus de 30 ans. Jacques Loirec, son fondateur et président honoraire, proche collaborateur d'Alain Danielou depuis 1962, devait être des nôtres, mais en raison d'un impondérable, il ne pourra se joindre à nous. Alors, outre de nous accueillir, je remercie également le SMEM, à qui la Fondation a fait don du sémantique Danielou 36 en juillet dernier, de lui avoir réservé une place de choix dans son superbe musée et d'ainsi lui assurer une belle retraite. Cet instrument de musique microtonal en intonation juste, que vous pourrez découvrir dans un instant, a été conçu conformément à la théorie développée par Alain Danielou. Alors avant toute chose, je commencerai par une courte présentation de son parcours centré sur ses activités musicales, puis je passerai la parole à Claude Cellier et à Michel Guès, afin qu'ils retracent l'histoire du sémantique Danielou 36, dont la réalisation lui a été confiée au début des années 90. Alors, à l'époque, j'étais rédacteur en chef du magazine Keyboards Home Studio, je venais d'écrire un livre sur la norme MIDI, et c'est à ce titre que Michel m'a sollicité pour l'épauler dans cette réalisation. Je poursuivrai par une rapide introduction à l'intonation juste, et Michel conclura en vous présentant l'instrument. Né en 1907, décédé en 1914, Alain Danielou est un indianiste, musicologue et écrivain français. 2014. Non, pas 1994, pardon. Il étudie le piano dès l'âge de 12 ans, puis quelques années plus tard, le chant et la composition. Danielou s'intéresse très tôt aux musiques extra-européennes. En 1926, j'essaie de ne pas me tromper sur les années, il reçoit une bourse pour partir en Algérie étudier la musique traditionnelle du monde arabe. Et c'est à cette occasion qu'il commence à percevoir les limites de la gamme tempérée, incapable de reproduire la plupart de ces musiques extra-européennes. En 1936, il fait la connaissance de Maurice Marteneau, le concepteur des ondes qui porte son nom. Ensemble, ils réalisent un instrument à clavier accordable et le font breveter. Cet instrument est aujourd'hui exposé à la Cité de la musique à Paris et nous avons dans nos archives le brevet d'invention de l'époque. Durant la vingtaine d'années qu'il passe en Inde, de 1937 à 1958, Danielou s'initie à la musique indienne, apprend à jouer de la veena et va jusqu'à faire fabriquer de petits harmoniums accordés selon des échelles en intonation juste. L'un d'eux sera conçu durant son séjour à Visva Bharati, l'université du poète Rabindranath Tagore. En 1954, Alain Danielou est nommé directeur adjoint du collège de musique à l'université hindoue de Bénarès. C'est alors qu'il entreprend de collecter à travers le pays des manuscrits en sanskrit, langue qu'il parle couramment, sur la théorie musicale. Cette même année, il se procure auprès de son ami ingénieur Stéphane Kudelski l'un des premiers magnétophones à bande que celui-ci vient d'inventer, le célèbre Nagra, avec lequel il enregistre des musiques traditionnelles en Inde. Plus tard, il poursuivra ce travail dans de nombreux autres pays, Cambodge, Laos, Iran, Afghanistan, Japon, etc. De retour en Europe, en 1963, Danielou crée l'Institut international d'études comparatives de la musique à Berlin, puis peu après à Venise. Il organise des concerts pour faire découvrir des artistes asiatiques, comme les frères Dagar, spécialistes du Drupad. Il collabore avec des musiciens tels que Ravi Shankar, contribuant ainsi à la reconnaissance de la musique classique indienne en tant qu'art savant. Profondément attaché au respect des cultures, des traditions ancestrales, farouchement opposé à tout ce qui colonialise, nivelle et mondialise, Danielou défend cette différence des peuples qui fait toute leur richesse. C'est ainsi qu'en 1962, il lance une collection de disques de musique traditionnelle du monde sous l'égide de l'UNESCO. De nombreux albums voient le jour, Anthologie musicale de l'Orient, Anthologie de la musique africaine, Anthologie de la musique classique indienne du Nord, etc. Ces collections comportent une centaine de références et couvrent plus de 70 pays. Un travail qu'il réalise assisté de Jacques Loirec, avec qui il parcourt le monde nagra en bandoulière, puis de l'anthropologue et ethnomusicologue Xavier Bélanger.
En 1967, Alain Danielou publie Sémantique musicale. Cet ouvrage, dont une réédition en e-book est sur le point de sortir, s'attache à explorer les mécanismes de perception de la hauteur des intervalles par le cerveau humain, qu'il considère comme essentiellement sensible au rapport de fréquence construit à partir des nombres 2, 3 et 5. Sur ce principe, Danielou établit une liste de 53 intervalles en intonation juste, notion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, allant jusqu'à associer à ces intervalles des sentiments qu'il juge 53. Universels. 53. Dans les années 70, avec Stéphane Koudelski, Alain Danielou décide de réaliser un instrument de musique électronique conforme à sa théorie. Koudelski confie cette mission à son fils André, jeune ingénieur électronicien, ainsi qu'à Claude Cellier, lui-même électronicien et musicien. Baptisé S52, l'instrument sera notamment présenté en 1980 à Paris au Conseil international de la musique de l'UNESCO, puis à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, fondé par Pierre Boulez. Les sons produits manquent toutefois de musicalité, le clavier d'ergonomie, et en 1992, Alain Danielou commande à Michel Guess, électronicien, musicien, proche collaborateur de Jean-Michel Jarre, pour qui il a conçu divers instruments de musique électronique, un nouveau sémantique, le sémantique Danielou 36. Bien plus musical, car tirant profit des progrès de la synthèse et de l'échantillonnage, il propose une version simplifiée de l'échelle Danielou qui comporte les principales notes, 36 par octave comme son nom l'indique. En 2010, avec le concours de Jacques Dudon, spécialiste en intonation juste et qui apporte à la Fondation son expertise dans la plupart des projets sémantiques, je pilote la conception d'un instrument virtuel disponible en téléchargement gratuit comportant les 53 notes de la gamme, le sémantique Danielou 53. Il voit le jour en 2014 et en 2018 fait l'objet d'une journée de présentation à l'IRCAM de nouveau. Voilà, j'en ai fini de cette introduction et laisse la parole à Claude Cellier peut-être pour qu'il nous parle du S52, puis à Michel Guess pour qu'il nous parle du sémantique Danielou 36. Moi, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Danielou et Jacques Lorec pendant que j'étais encore étudiant. Je venais de commencer l'école polytechnique à Lausanne avec comme mission de devenir électricien diplômé. Et mon père avait quelque chose en commun avec Alain Danielou, c'est qu'il était un fan des enregistreurs Nagra. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Mon père, qui, à ses heures perdues, faisait de la musicologie et a découvert des gens comme Zamfir et les mystères des voix bulgares, s'était dit que peut-être il pourrait me mettre à disposition de Koudelski pour donner un coup de main à son pote Danielou pour fabriquer un appareil électronique. Et comme moi, j'étais passionné de synthé à l'époque, c'était vraiment le tout début des synthétiseurs. Je sais même pas si Moog avait déjà sorti son synthétiseur. Je crois que le Mini Moog venait de sortir. Donc, à côté de mes études, j'allais le week-end faire le développement de ce qui allait devenir le S52. On l'a appelé le S52 parce que ça passait quand même mieux publiquement que Sauf qui peut, qui était le nom de code interne que Koudelski s'était empressé de donner quand il avait vu effectivement l'ébauche du clavier que j'avais conçu, enfin que j'avais aimé, qui utilisait des touches Cherry. Et je dois reconnaître effectivement qu'il y a une grande amélioration au niveau de l'ergonomie avec le nouveau sémantique S36, parce que c'est ce qui pêchait dans cet instrument. Le son n'était pas non plus, n'était pas très riche évidemment, mais bon, permettait pour la première fois dans l'histoire de reproduire toutes les notes de manière absolument précise, mais mathématiquement précise, c'est-à-dire qu'avec la technologie de l'époque, on ne pouvait pas avoir des circuits qui fonctionnent à beaucoup plus que 1 MHz, c'était à peu près la limite de la circuiterie CMOS auquel j'avais accès dans les années 76-77. Donc, on est parti sur l'idée de créer un oscillateur maître avec 7
VCO asservi à cette horloge de départ de 1 MHz, 248. Et à partir de cette fréquence-là, on pouvait dériver tout juste les 53 notes parfaitement, les 52 notes de l'appareil. J'ai eu beaucoup de chance parce que est venu m'aider effectivement le fils aîné de Kudelski, André Kudelski, qui lui commençait ses études de physique à cette époque-là, à l'EPFL aussi, et donc ensemble on a pu compléter cet appareil. On a eu évidemment aussi l'aide pour la mécanique. C'est un très bel appareil en aluminium de qualité aéronautique, enfin typique Kudelski, enfin et un peu rose en plus. Donc on a eu ce bonheur de développer ce S52. Ça a été relativement rapide et pour l'époque, je veux dire, c'était effectivement une amélioration de ce que j'avais reçu de Danielou, qui était l'exemple du Shruti Venu qu'on a vu, qui était effectivement mécaniquement ne pouvait pas offrir cette même précision. Je profite, avant de conclure, de ressortir une des explications qui avait été retrouvée par le Institut für Neue Musik à Berlin, où j'ai eu le plaisir d'aller présenter le S52 en 1980, en septembre 1980, avec André Kudelski, justement, et où, enfin, c'est écrit en allemand, mais je le traduis en français, la répartition, ou plutôt la division des demi-tons va de toute façon arriver. Si pas de nos jours, dans les décennies ou les siècles à venir. Et celui qui a écrit ça, c'est Béla Bartók, dans Mélos, en 1920. Donc c'est intéressant de savoir que Béla Bartók, déjà, il y a plus d'un siècle maintenant, était extrêmement ennuyé par le tempérament égal, par voilà, les 12 notes qu'on connaît tous, et je cherchais déjà aussi, beaucoup plus proche de nous que l'Inde, aussi à pouvoir composer et pouvoir travailler sur des micro-intervalles. Donc, l'aventure ne fait que continuer. On va dire, voilà. Je ne vais pas faire plus long. J'espère un de ces jours que le sauf qui peut aura aussi le bonheur de découvrir une retraite heureuse et pas trop paisible ici, dans ce lieu magnifique. Merci au SMEM. Merci beaucoup. D'abord, c'est un sentiment un peu particulier pour moi d'être ici, dans un endroit aussi mythique, qui est devenu mythique au long des années. Ma passion de la musique électronique, ou surtout du synthétiseur, d'ailleurs, a commencé précisément en 1974, ça remonte à quelques années, quand j'ai découvert dans une revue américaine, la revue de l'AES, l'Audio Engineering Society, l'existence de la RP 2600. Et en tant qu'électronicien et musicien, ça m'a tout de suite interpellé, ça m'a passionné. J'ai commandé le manuel d'utilisation, j'avais pas les moyens d'acheter l'instrument, et le disque vinyle de démonstration. Et j'ai reçu ça, j'ai traduit mot à mot le manuel d'utilisation de la première page à la dernière, et j'ai proposé une conférence pour l'AES de Paris sur le thème de la synthèse des sons, et une conférence basée sur l'ARP 2600. Et en parallèle, j'ai publié un article dans la revue qui s'appelait Le Haut-Parleur, qui détaillait les fonctions de l'ARP 2600 avec des illustrations, des dessins que j'avais faits, etc. Et donc j'ai aussi proposé cette conférence à l'AES, qui l'a
accepté. C'était un sujet qui les intéressait. Et donc en fait, là, comme j'avais pas d'instrument, j'en ai emprunté un chez l'importateur qui s'appelait Piano Am à l'époque, et il m'a prêté ça pour la conférence. Donc j'ai fait ma présentation. J'étais mort de peur. Hein. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais à la fin, quelqu'un est venu me voir et puis il m'a dit je connais quelqu'un, ça l'intéresserait de vous rencontrer. Alors, il me demande mon numéro de téléphone et quelques jours plus tard, le téléphone sonne. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Jarre. On m'a dit que vous êtes le meilleur spécialiste du synthétiseur. Il me dit ça comme ça. C'était pas du tout le cas, mais en fait, il me dit est-ce qu'on pourrait se voir? Alors j'ai dit pourquoi pas. Moi, ça me disait rien du tout son nom. Il était inconnu à l'époque, il n'avait pas encore fait Oxygène. Il travaillait sur des albums de variété. Il était réalisateur pour des gens comme Patrick Juvet, pour Christophe, un certain nombre de personnes, mais en tant que musicien instrumentaliste, je le connaissais pas du tout. Donc je vais chez lui, il me montre son RP 2600 et puis il me dit est-ce qu'on pourrait voir quelques fonctions là-dessus? Alors j'ai expliqué. À la fin, il me dit merci, combien je vous dois? J'ai dit non, vraiment, ça c'est pour vous rencontrer. Ça me faisait plaisir de discuter de ça, parce que c'était ma passion, quoi. Donc après, plus tard, on s'est revus, il m'a appelé, il m'a dit je commence mon grand projet, il m'a dit ça comme ça, c'est mon album personnel, et c'était Oxygène. Donc là, on a commencé à travailler ensemble, et puis plein de choses se sont passées, j'ai travaillé sur cet album, après sur Equinox, sur un certain nombre d'autres albums, j'étais sur scène, sur les grands concerts, tout ça. Bon, c'est toute une aventure d'une vie qui a commencé avec un instrument de musique, la RP 2600. Par la suite, j'en ai acheté un, quand j'ai eu les moyens, quand même. Et puis, les années sont passées. En fait, à un moment, pour revenir un petit peu dans les années... je vais en parler un peu après, il ne faut pas que je phase de court-circuit parce que ça sera plus pratique de suivre mon chemin. Alors, en complément à ce que Christian a dit, j'ai pensé apporter quelques petites précisions sur la pensée de Danielou et les raisons pour lesquelles il a été amené à concevoir sa sémantique musicale. Et je reparle de Platon, d'ailleurs. Il est cité, Platon, sur la 4e de couverture de Sémantique musicale, à l'arrière. Et en fait, Platon, il appelait les structures mélodiques des harmonies, et il les comparait à des formules musicales hindoues, qu'on appelle les ragas, vous savez, et aussi au makam arabe. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un point commun. Et donc... en fait, il s'agissait de structures condensées et qui comportaient des degrés privilégiés plus répétés que d'autres. Hein. Ça va dans le sens de l'échelle de Danielou, qui formait des intervalles caractéristiques. Et Leibniz, au XVIIe siècle, il disait que il faisait état d'un calcul inconscient en musique. Donc il disait que la musique était un plaisir de l'âme qui compte. Hein. Il disait que l'âme compte et ne sait pas quel compte. J'ai trouvé ça intéressant. Donc ça va aussi avec la théorie des rapports privilégiés, des microtonalités et surtout de la gamme de Danielou, de l'intonation juste. Alors en fait, dans ce que disait Platon dans La République, il disait que la musique a une grande importance dans la structuration de la personnalité. Alors il faisait la différence entre les mauvaises musiques et les bonnes musiques. Il disait que c'était pas du tout la même chose pour l'esprit d'écouter des mauvaises musiques. Alors c'était un peu dichotomique, hein. La musique pour lui, il y avait le bien et le mauvais en gros. Et en fait, Jean-Philippe Rameau, il parlait de la perception des intervalles musicaux en les liant aux mathématiques. Et en fait, il disait que cette perception était liée au rapport numérique inscrit dans l'univers. Donc il avait déjà une vision globale de
l'inscription de la musique dans les phénomènes naturels. Et en fait, après, plus tard, Wendy Carlos, qui a sorti un album révolutionnaire avec des synthétiseurs analogiques, c'était Switch on Back, qui a fait un succès mondial dans le domaine du classique. C'était en tempérament égal à l'époque, mais après, Wendy Carlos, qui était une personne intelligente, s'est dit qu'il fallait aller plus loin et développer des échelles microtonales, ce qu'elle a fait pour l'album Beauty in the Beast. Alors, en fait, on peut se demander pourquoi des microtonalités, quel est l'intérêt pour la musique. Et je parlais tout à l'heure d'un concert qui a eu lieu à l'abbaye du Toronnais avec, entre autres, Jacques Dudon, mais aussi d'autres personnes. Et ce concert a été donné à Paris, à Venise, et c'était grâce à la fondation d'Agnello qu'il a pu être réalisé et mis en œuvre. Alors, si j'arrive à déclencher la lecture du son. Bon, ça sera en interne, mais c'est pas grave. Donc, je vais pas vous le passer en entier. Alors, Jacques Dudon, là, il joue de son instrument qu'il a construit, un chandravina. Et en même temps, il y avait un peintre qui improvisait. Alors, on voit le sémantique qui est joué par Lisa Sancy, je crois son nom de famille. Bon, c'est juste un petit extrait, parce qu'il y a d'autres choses à dire après. En fait, c'est pour montrer qu'il y a un intérêt à utiliser des échelles microtonales, que ça peut être très agréable à écouter, et pas forcément ésotérique comme beaucoup peuvent le penser. Donc il y a eu d'autres concerts comme celui-là, à Paris, à Venise. Les interprètes qu'il y avait sur scène, c'était Jacques Dudon pour le sémantique d'Agnello. Ils ont changé de place à un moment avec Elisa Rucci. Donc lui jouait de la chandravina et des guitares accordées sur une échelle à intonation juste. Et il chantait aussi, il chante en intonation juste aussi. Donc il y avait sitar, il y avait aussi Elisa, donc Rucci dont je viens de parler, et puis un dulcimer médiéval et un oudou. Alors en fait, la sémantique musicale, c'était pour moi un élément fondateur pour mon intérêt pour la théorie de Danielou. Et ce qui s'est passé m'étonne toujours. Je vous raconte un peu l'histoire. En fait, je dis hasard ou pas, parce qu'avant de connaître Alain Danielou et Jacques Loirec, je me promenais rue de Rome à Paris. Rue de Rome, bizarrement, ça fait penser aussi que c'est pas loin de Zagarolo. Bon, mais je connaissais pas la résidence d'Alain Danielou à cette époque-là. Donc c'était, je pense, peut-être en 68, 69 ou peut-être 70, je sais pas. Et je me promenais, je passe devant une librairie et mon œil est attiré par un livre rose. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'entre dans la librairie et je prends le livre et je l'ouvre. Et là, je suis tombé en arrêt en me disant, mais c'est incroyable, une théorie sur les microtonalités, ça me semble très très intéressant. Donc évidemment, j'ai acheté tout de suite le livre. Et puis j'étais fasciné par la représentation des intervalles d'intonation juste par des figures géométriques. Ça ne pouvait évidemment être fait qu'avec de l'intonation juste, puisque les figures géométriques ne peuvent pas se construire avec des intervalles intermédiaires, évidemment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était d'autant plus surprenant que plus tard, Xavier Bélanger, dont Christian a parlé, qui était en contact avec Jacques Loirec et Alain Danielou, a parlé de moi. Donc il était lui aussi ethno-musicologue.
Il avait donc fait beaucoup d'enregistrements en Inde, mais aussi au Pérou. Mais on parle beaucoup de l'Inde dans cette présentation et dans le livre de Danielou, la sémantique musicale. En fait, j'ai tendance à dire par erreur la sémantique musicale, alors que c'est plus modeste, le titre d'Alain Danielou. Il prétendait pas définir la sémantique musicale, mais plutôt approcher un terme qu'il appelait la sémantique musicale, et donc il n'a parlé que de sémantique musicale en général. Donc en fait, voilà, je raconte à Xavier Bélanger mon ancien achat du livre de Danielou, en fait à Danielou lui-même. Et lui, Alain Danielou, me parle de son souhait de faire réaliser un instrument plus élaboré que les précédents. Et je vous parlais des figures géométriques. En voilà un exemple, c'est sur plusieurs pages. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, il y a quelque chose de profond là-dedans, sur la structure de la perception du cerveau, et qui m'a beaucoup interpellé. Et aujourd'hui, il y a des études de neurosciences qui cherchent à comprendre des choses, comme par exemple, on cherche à comprendre pourquoi on entend de la musique dans la tête sans avoir le son de la musique. Ça fait partie des mystères des neurosciences, et je pense qu'il y a tout un champ d'exploration sur la perception des rapports de hauteur de note. Bon, en passant là-dessus. Alors la sémantique et la musique, en fait, la définition de la sémantique, en gros, généralement, c'est pas lié à la musique, c'est une étude de la signification linguistique à travers les langues différentes, et de pouvoir, par exemple, situer un mot dans son contexte, etc. Et c'est tout un domaine de l'IA aujourd'hui. C'est comme ça qu'on arrive à faire de la traduction automatique, en pouvant trouver la correspondance d'un mot dans l'ensemble d'une phrase, et ne pas faire d'erreur grâce à ça. Alors, en fait, en gros, Alain Danielou, son propos, c'était d'analyser la signification des expressions musicales de différents pays. Donc on parle de signification musicale au lieu de signification linguistique. Et donc il en a proposé une unification, en gros, ça rejoint ce que Christian Braud tout à l'heure disait, une sorte d'unification valable pour toutes les musiques du monde. Donc en unifiant ces expressions musicales par une échelle de hauteur universelle, donc celle appelée l'échelle de Danielou. Donc sémantique musicale, c'est considéré comme un essai, hein, c'est une proposition, une théorie de psychophysiologie auditive. La première édition, c'était en 67. Alors il y a eu plus tard Music and the Power of Sound, qui était un peu l'extension, mais développée un peu plus, et qui reprend de toute façon les mêmes théories hein, sur l'échelle intonation juste. Alors ça, c'était la lettre que j'avais reçue, écrite de la main d'Alain Danielou, et on voit que il était d'un certain âge, comme on peut voir son écriture un peu tremblante. Et il disait le clavier que j'avais proposé est suffisant pour les formes modales. Les touches additionnelles rouges sont utiles, etc. En fait, il justifie un peu le choix de proposition de ce type de clavier touche d'accordéon. Et au-dessous, il y a des commentaires de Jacques Loirec. Donc pour moi, c'est un peu historique. Alors, en fait, pourquoi ce clavier à boutons ? D'abord, il fallait qu'il y ait un pilotage des notes en MIDI. Il y avait peu de commandes hardware disponibles à l'époque. Il y avait le clavier piano, qui avait, pour un certain modèle, évidemment, l'interface MIDI. Donc, on pouvait piloter aussi des intervalles d'échelle microtonale avec un clavier piano. Il y avait le clavier d'accordéon. Il y avait deux constructeurs essentiellement, Cavagnolo et LK, et il y avait aussi à cette époque-là quelques contrôleurs à cordes, genre violon, qui auraient pu être utilisés aussi pour piloter des échelles microtonales. Mais en fait, l'objectif à atteindre, c'était un clavier jouable avec 36 notes par octave, et donc le clavier piano qui fait à peu près 1,10 m pour 88 notes,
était un peu compliqué puisque l'écartement des doigts était évidemment un problème majeur. Et le clavier d'accordéon, en comparaison, permettait sur 33 cm, pratiquement un quart, d'avoir 88 notes. Donc presque 4 fois moins que le clavier piano. En fait, le choix du Cavagnolo, c'était aussi pour se distancier de la culture du piano, pour montrer qu'on n'était plus du tout dans la gamme du tempérament égal, mais dans autre chose, disons. Et aussi l'avantage, c'est que les touches faisaient un peu moderne et prenaient encore un peu de distance, même par rapport au clavier d'accordéon, qui généralement a des touches rondes et non pas carrées comme celle-là. Alors il y a dans ce double clavier la volonté d'avoir deux sources de pilotage, un qui est géré par le canal MIDI 1 et l'autre le canal MIDI 2. Donc Christian Ambro a beaucoup travaillé sur la première version. Pour chaque clavier, donc il y avait une note MIDI par hauteur de la série 36 par octave, définie par Alain Danielou, et en accord avec lui, qui trouvait que cette échelle réduite de 36 notes était suffisante pour exprimer beaucoup des sentiments de sa gamme. Donc il y a sur chacun des claviers, il y a pratiquement 3 octaves. En fait, ils se recouvrent normalement si on utilise les rapports de hauteur correspondants. Et on peut assigner l'étendue, donc en fait, soit par octave, c'est-à-dire avoir les mêmes sons à gauche et à droite, jouer les graves à gauche, les aigus à droite, et éventuellement des sons différents entre la gauche et la droite. Alors, pourquoi j'ai fait appel à Christian Ambro? Parce qu'il avait écrit le livre d'or de la norme MIDI, et évidemment, pour moi, je connaissais Christian depuis un petit moment et j'avais besoin de quelqu'un de compétent et pour moi, c'était un choix immédiat, c'était sans hésitation à ce moment-là. Et d'ailleurs, je trouve que ce livre d'or, il porte bien son nom parce que j'ai regardé avant de venir et on en trouve encore d'occasion, tenez-vous bien, à plus de 600 €. Et donc, je me suis dit, si j'avais su au moment où il a été publié, j'en aurais acheté une caisse, parce que là, aujourd'hui, je serais richissime. J'ai racheté le stock à l'éditeur, mais je les ai vendus 30 €. Bon, donc en fait, voilà, ça fait partie de l'histoire de la réalisation du sémantique, d'avoir fait appel à Christian pour ses compétences qui sont avérées extrêmement précieuses pour la programmation du Kurzweil, parce que, bon, c'était, on va le voir, le MIDI 20, c'était donc à la base cet instrument. Vous voyez, il y a deux types de touches, à droite, des touches comme celles que vous voyez là, et à gauche, les touches sont plus petites et sont destinées à des basses et à des accords. Donc ce que vous avez vu là, c'est une réalisation spéciale, sur mesure, où on a remplacé le clavier de gauche par un clavier similaire à celui de droite, et donc après avec tout le décor, etc. Alors, en fait, je montre une photo de Claude Cavagnolo, donc le directeur de la société Cavagnolo, très, très fier devant la réalisation une fois qu'elle avait été terminée. Alors, le choix du clavier à boutons, mais en fait, en gros, si vous voulez, il y avait les notes qui correspondent au standard de la gamme habituelle, sol, ré, bon, il y a toutes les notes, hein, les notes standards, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, etc. Chaque note a sa variante légèrement inférieure et légèrement supérieure. Et ensuite, il y a d'autres notes complémentaires qui s'insèrent entre les autres, qui sont éventuellement utilisables, mais facultatives. Alors en fait, Alain Danielou disait que le clavier était suffisant pour les formes modales, hein, et les touches additionnelles rouges sont utiles, donc on les voit là. Les bleues et vertes qui servent seulement pour des effets sonores ou des mesures, etc. Et en commentaire, donc dans le document de Jacques Loirec, Alain Danielou parlait de 24 notes principales
Donc, et les 12 notes restantes qui pouvaient être considérées comme additionnelles ou secondaires. Donc la disposition des notes, là, elle avait été faite ultérieurement pour clarifier encore un peu. Alors on a à chaque fois les rapports de l'échelle d'intonation juste définie par Danielou. Vous voyez, il y a les rapports, la 15, 16e, 25, 27e, etc. Tout avait été bien spécifié. Alors, chacune, comme je viens de vous le dire, chacune des notes habituelles dispose de 3 variantes. Donc 2 fois 12 notes, ça faisait 24 notes principales et 12 notes additionnelles. Les touches étaient pleines ou assurées pour... D'ailleurs, je crains que ça n'ait pas tenu beaucoup le coup. Ça s'est un peu passé le long des années. Et en fait, les couleurs étaient attribuées en fonction de leur utilité ou pour des effets sonores. Alors, il y avait donc du jaune, du bleu, du vert et du rouge. Alors, le choix du générateur de son, c'était le K2000R. Pourquoi ? Parce que il y avait la possibilité, je pense que c'est peut-être avec Christian qu'on avait fait ce choix, parce qu'il y avait d'autres instruments, mais qui n'étaient pas forcément aussi... abordables en termes de programmation de hauteur. Alors, qui ne procurait pas d'aussi bons sons comme le DX7, qui était de la synthèse FM, où on préférait les sons naturels échantillonnés. Il y avait la possibilité de programmer des sons simples avec une bonne précision, pas extraordinaire, mais 1,5 ou centième de demi-ton en fait. Et l'intérêt aussi, c'était de pouvoir l'intégrer dans un pied du meuble pour que ça fasse un ensemble complet, cohérent. Et puis, il y avait la possibilité d'avoir des effets sonores, réverbération, des choses comme ça. Alors, le pilotage du K2000, là, c'était une partie électronique qui avait été confiée à quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Dubois, qui était électronicien et programmeur, que je connaissais aussi depuis longtemps. Il avait donc conçu des circuits spécifiques pour utiliser la fonction des curseurs, les changements de programme par les boutons, etc. Donc il avait fait un logiciel de gestion autonome, interne, donc sous forme de circuit électronique. Et donc tout ça a donné lieu à la conception d'un prototype. Alors il y a eu la partie design de l'instrument. J'ai eu aussi la chance de connaître un designer dont Christian a parlé, je crois, Philippe Monsir, qui était un ami d'enfance que je connaissais en tant que dessinateur. Il exposait aussi des œuvres et puis il était designer industriel. Et en fait, je lui avais proposé de travailler sur un concept futuriste en faisant attention de faire quelque chose d'original, de beau à voir, et puis qui attirait l'attention en tant qu'instrument vraiment nouveau. Donc il est passé par différentes étapes, déjà par de la CAO, sur ordinateur. Il a conçu déjà des maquettes comme ça, sous forme graphique. Puis après, il s'est mis à dessiner. Alors ça, c'était les premiers essais. Bon, différents dessins, vous voyez. Alors, il avait pris en compte qu'il y avait des boutons similaires à gauche et à droite. Autre possibilité aussi d'avoir une forme incurvée pour le pied. Donc, il a fait beaucoup de propositions, dont celle-là qui se rapproche un peu maintenant de ce qu'on a là. Celle-là aussi, alors là, il s'était occupé que de la partie gauche, la partie droite n'était pas prise en compte. Et alors là, on arrive à l'atelier où il a conçu la coque. Ça a été fait à l'unité, il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Donc il avait d'abord fait des maquettes, d'ailleurs, je crois qu'on en voit une. Imprimante 3D. On en était très loin. Et vous voyez, là, il avait fait une petite maquette. On la voit en haut, là, sur le bord. Donc il a fait après en grand. Encore une vue là, de la maquette. C'était fait en époxy, il avait la maîtrise de ces technologies-là. Donc voilà la version terminée uniquement de clavier. Alors une vue plus proche, une vue avec quelqu'un qui joue, voilà. Une vue encore un peu plus proche où là on voit encore les pastilles qui étaient collées dessus pour différencier les notes. Alors, autre vue aussi en perspective.
Alors là, ça c'est l'instrument complet dans l'appartement qu'occupait Jacques Cloarec. Et donc on voit l'instrument l'ensemble était sur un pied dans lequel il y avait un haut-parleur, en fait une enceinte de Marc Genelec, et puis un peu de, je sais plus s'il y avait de l'électronique, enfin bon, peu importe, en tout cas il y avait un lien entre la partie supérieure et la partie inférieure. Là encore, on voit quelqu'un en perspective qui est en train d'en jouer dans le même endroit. C'est l'appartement de Paris. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que le K2000 avait été utilisé, vous le savez, en concert. Bon, il donnait un peu satisfaction, il avait ses limites. Et surtout, le gros problème qui s'est produit, c'est qu'à un moment, il était devenu instable au niveau du fonctionnement et il manquait de fiabilité. Et je pense que tu t'en souviens, Christian. Et donc là, c'était le choix, soit on laissait tomber, soit il fallait trouver une idée pour changer de concept et d'en profiter pour avoir des sons plus riches, d'avoir une fiabilité meilleure et la possibilité de réparer quand il y avait un problème technique. Donc l'ordinateur était un choix pour moi tout trouvé, puisque un ordinateur qui tombe en panne, on peut toujours le remplacer par un autre. Alors que là, l'électronique spécifique faite pour le clavier, il aurait fallu la refaire complètement, ça aurait pris du temps, etc. Donc bon, j'ai proposé ça à Jacques Cloarec, de travailler sur une nouvelle version. Et grâce encore à la fondation Danielou, on a pu mettre en route ce projet. Donc il y avait aussi d'autres intérêts, c'était en dehors du fait d'augmenter la qualité et la variété des sons, qui était un peu limitée avec le K2000, parce qu'il fallait prendre que des bouts dans les sons du K2000. On ne pouvait pas prendre les sons complets, mais seulement des fractions des sons. Hein, tu te souviens, Christian? Et donc la qualité de diffusion aussi pouvait être augmentée. Et puis ce qui manquait pour moi aussi, c'était d'avoir une diffusion en stéréo, plutôt que d'avoir juste un seul haut-parleur monophonique. Maintenant, on est habitué à la stéréo partout. Et aussi d'augmenter l'expression sur le timbre, qui était un peu limitée aussi sur l'ancienne version. Et l'expression sur les hauteurs aussi, ça me semblait intéressant, puisque on connaît le sitar, on connaît l'intérêt pour l'intonation juste d'un instrument comme le sitar, et en général pour les instruments à cordes comme le violon, le violoncelle, etc. On peut jouer les intonations justes comme on veut. Donc d'où mon idée d'ajouter cette réglette qui, dans une de ses fonctions, qui est programmée dans les presets là, du petit boîtier, permet d'avoir une variation progressive des hauteurs et même de faire du vibrato comme sur une corde. L'autre possibilité aussi, c'était d'envisager la programmation d'accords tout faits, qui pouvaient être stockés, accessibles par MIDI à l'extérieur. Aussi de rendre possible la composition de pièces microtonales éditables par un séquenceur interne en MIDI, et donc de pouvoir aussi stocker chaque composition sous forme de projet global avec les programmes de son, puisqu'il y en a un certain nombre disponibles dans l'instrument actuel, et donc de pouvoir aussi augmenter les possibilités sonores par un ajout de banques, puisque Kontakt est un instrument pour lequel beaucoup de développeurs ont développé des banques dans des domaines de timbres très variés, très différents. Alors, le choix du logiciel Kontakt pour moi était assez évident quand j'ai su qu'il pouvait être programmé en microtonal avec une grande précision. Donc en fait, en gros, l'ordinateur en rack était donc intégrable dans le volume prévu, sans le modifier, ce qui était quand même un avantage. Le logiciel de Kontakt est scriptable, ce qui était aussi pour moi la raison de mon choix. Et à partir de Scala, donc il y avait la possibilité de passer de Scala à
au script de contact. Et donc j'ai développé un script spécifique avec l'échelle de 36 notes par octave qui respecte avec grande précision l'échelle de Danielou avec 1/10 de Hertz de précision. Et en fait, Alain Danielou, il était intéressé par la justesse, la précision de hauteur, parce qu'il disait que plus on avait de précision, plus on pouvait faire des accords qu'il appelait des accords lisses. C'était son terme, donc des accords parfaits pour l'intonation juste. Il y a aussi la possibilité d'éditer sur l'écran les sons, de les modifier pour le timbre, rajouter des effets, etc. Donc ça permet de personnaliser aussi chaque banque de son à volonté. Donc le logiciel Contact, vous connaissez, je passe rapidement. Alors, en fait, voilà l'illustration de l'ensemble qui est ici, une photo de Christian Brou, que j'ai utilisée sans sa permission. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Alors, l'échelle conçue par Alain Danielou, exposée dans son ouvrage Sémantique musicale, est une échelle dite en intonation juste. Et l'intonation juste s'oppose à la gamme tempérée, dont tous les intervalles, excepté l'octave, sont plus ou moins faux. L'intonation juste relève à la fois de la physique du son et de la psychoacoustique. De fait, en donner une définition n'est pas simple, nous allons néanmoins tenter d'y parvenir. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un son ? Bon, je pense que la plupart d'entre vous ne vont pas apprendre grand-chose. Un son est une sensation auditive engendrée par une vibration acoustique. Elle peut par exemple être produite par une corde tendue que l'on frappe, que l'on frotte, que l'on pince, par un matériau en bois, en métal, en peau sur lequel on tape, par une colonne d'air d'un instrument dans lequel on souffle, ou encore par une membrane de haut-parleur, par nos cordes vocales, etc. Cette vibration consiste en un phénomène oscillatoire qui se propage dans un milieu moléculaire comme l'air. Le terme d'oscillation se rapporte à une succession de compressions, molécules d'air rapprochées, et de dilatation, molécules d'air écartées, autrement dit un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre ou position de repos. Afin d'appréhender ce phénomène de propagation vibratoire, un excellent moyen consiste à jeter une pierre dans l'eau pour observer les cercles concentriques qui s'éloignent du point de chute. On constate que l'eau ne se déplace pas linéairement comme dans le cas d'un fleuve qui coule, mais que les creux, les dépressions et les bosses, les surpressions, se propagent de proche en proche. Non, si j'ai de la connexion Internet. Tu dois appuyer ta souris, je crois, pour faire la vidéo. Comment ? Bon, on va le mettre en plus petit, c'est pas grave. Bon, enfin, vous avez compris l'histoire du bouchon, etc. Voilà. Très bien. Et donc, on examine un objet. Je ne sais pas si j'ai dit ça déjà, non. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la position d'un objet flottant à la surface de l'eau, tel un bouchon de liège, que l'on verra osciller de haut en bas sans qu'il ne se déplace, ou si vous préférez, sans qu'il ne bouge sur un axe horizontal. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Autre analogie, celle d'un ressort. J'aimerais bien l'avoir en plein écran. Celle d'un ressort. Voilà, ça va venir. Fixé à ces deux extrémités que l'on va tirer puis relâcher. Voilà. Donc on a bien l'image d'une vibration qui se propage. Le principe est identique dans l'air. Visuellement, un son est représenté par une forme d'onde, un diagramme sur lequel on reporte le temps en abscisse et les variations de pression en ordonnée. Alors, voyons maintenant ce qui différencie un bruit d'une note de musique. Une note de musique est un son caractérisé par une vibration périodique, autrement dit qui se répète à intervalles réguliers. La fréquence de cette répétition détermine la hauteur de la note. Elle s'exprime en Hertz, qui correspond au nombre de fois par seconde qu'un phénomène se reproduit. Plus cette fréquence est élevée, plus le son est aigu, plus cette fréquence est basse, plus le son est grave. L'oreille humaine perçoit des sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz, soit une période qui se répète de 20 à 20 000 fois par seconde. Par ailleurs, notre perception des hauteurs est logarithmique. Ainsi, pour passer d'une note X à une note Y, une octave plus aiguë, il convient de multiplier sa fréquence par 2.
Si l'on part d'un La3 à 440 Hz, la fréquence d'un La4 sera de 880 Hz, celle d'un La5 de 1760 Hz, etc. De même, pour passer d'une note X à une note Y, une octave plus grave, il convient de diviser sa fréquence par 2. Retenez bien cette notion car elle va nous être utile lorsque nous aborderons les intervalles et les ratios. Un bruit, en revanche, est un son produit par des vibrations irrégulières, non périodiques. Lui aussi, bien sûr, peut être plus ou moins grave, plus ou moins aigu, mais on ne peut lui attribuer clairement une hauteur, on ne peut le chanter. Alors, deux instruments qui jouent une même note, par exemple un piano et une guitare, ne produisent pas le même son. Pourquoi ? C'est là qu'interviennent les notions de contenu harmonique et de timbre. Le son le plus simple, le plus pur, est la sinusoïde, un mouvement vibratoire caractérisé par une oscillation régulière. Prenons par exemple un ressort. Une oscillation mécanique est un mouvement périodique Je le laisse non parler. uniforme. Un exemple type d'oscillateur est une masse ponctuelle M accrochée à un ressort de raideur K. En écartant la masse de son point d'équilibre, on obtient un mouvement périodique. Si l'on néglige les frottements, le système est un oscillateur harmonique. Voilà, donc j'étais en train de dire, enfin il l'a dit pour moi, prenons par exemple un ressort auquel est accrochée une masse pour la déplacer de sa position d'équilibre en la tirant vers le bas, puis la relâcher, elle oscillera suivant une fonction sinusoïdale. Si certains instruments s'en rapprochent, comme par exemple le diapason, voire dans une moindre mesure certains jeux d'orgue, un tel son n'existe pas dans la nature, d'ailleurs il est affreux. Voilà une sinusoïde d'une fréquence de 1 kHz sous 1000 Hz. Voilà. Ouais, je raccourcis. Enfin, si ça vous ennuie pas. Si vous souhaitez l'écouter je vois aucun inconvénient. Ok. Alors, les sons de hauteur fixe, par conséquent périodique, sont constitués d'une onde sinusoïdale que l'on nomme fondamentale et qui détermine cette hauteur, ainsi que d'ondes sinusoïdales dont les fréquences sont des multiples entiers de la fondamentale et que l'on nomme harmonique. C'est ce qu'a établi le mathématicien Joseph Fourier, dont le théorème stipule que tout mouvement périodique complexe peut être décomposé en une somme de mouvements périodiques simples. Comme nous venons de le dire, mais il importe d'insister sur ce point pour bien comprendre l'intonation juste, les fréquences des harmoniques sont donc des multiples entiers de la plus basse fréquence ou fondamentale. Même si d'autres facteurs qui dépassent le cadre de cet exposé, tels que les transitoires d'attaque et les partiels, entrent en ligne de compte, ce qui différencie essentiellement deux sons de même hauteur, par exemple le Do3 de flûte, du Do3 d'un violon, notre question de départ, c'est donc leur contenu harmonique, ceux qui sont présents, ainsi que leur amplitude, généralement décroissante plus ou moins proportionnellement à leur rang, et dans une moindre mesure leur phase. Ainsi, par exemple, le son d'un instrument à hanche, comme la clarinette, comporte essentiellement des harmoniques impaires, un instrument à cordes frottées comme le violon, tous les harmoniques, etc. Alors, voici un tableau. Qu'est-ce que j'avais avant? Non, c'est non, ça suffit. Voici un tableau qui représente les 15 premiers rangs harmoniques, en prenant comme fondamentale Do... Pourquoi j'ai mis Do4? Do2, bon, peu importe. Et en associant ces harmoniques, les notes de la gamme tempérée dont ils se rapprochent. Nous reviendrons dans un instant, donc on voit tous les harmoniques avec les notes associées. Nous reviendrons dans un instant sur les écarts qui les séparent et qui figurent en rouge sur ce diagramme exprimé en sense. En synthèse analogique, on utilise généralement comme matériaux sonores, enfin en synthèse soustractive, les signaux carrés, harmoniques impaires dont le volume décroît proportionnellement au rang, les signaux triangulaires, harmoniques impaires dont le volume décroît proportionnellement au rang au carré, et les signaux en dents de scie, harmoniques paires et impaires, dont le volume décroît proportionnellement au rang. Alors, pour concrétiser tout ça, il faut que je ressorte de là, je crois, on va manipuler un petit synthétiseur en ligne, on va faire ça rapidement, à base de synthèse additive, synthèse qui consiste précisément à créer un son en additionnant des harmoniques. Donc si je reprends ma fameuse sinusoïde, voilà, de tout à l'heure, elle est toujours aussi affreuse, si je prends un signal carré, on voit bien qu'il y a les harmoniques impaires avec une amplitude décroissante, un signal en dents de scie qu'il y a
tous les harmoniques avec des amplitudes décroissantes, etc., etc. Donc je peux jouer effectivement, je peux repartir de la sinusoïde, décider que je mets un peu d'harmonique de rang 2, un petit peu d'harmonique de rang 3, un petit peu d'harmonique, etc. Donc voilà, on va s'en aller d'ici. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que représente un timbre. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Donc si on prend effectivement je reprends le petit synthétiseur d'avant, je crois qu'il va nous être encore utile. Ah non, il faut que je retourne. Voilà. Alors, prenons un signal en dents de scie et jouons la note Do2. L'harmonique de rang 2 sera un Do3. Voilà, on voit ici. Enfin, si je monte l'écran, ça ne va pas servir à grand-chose. Est-ce qu'on voit ma souris là-haut? Oui. L'harmonique de rang 3, un Sol 3, rapport de 3 sur 1. L'harmonique de rang 4, un Do 4, rapport de 4 sur 1. L'harmonique de rang 5, un Mi 4, rapport de 5 sur 1, et ainsi de suite. Mais en fait, il y a une question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'entend pas ce Sol 3, ce Do 4 et ce Mi 4 lorsqu'on joue un Do 2, qu'on a l'impression d'entendre une seule note quelque part. Alors, pourquoi ne distingue-t-on pas les harmoniques en tant que telles, en tant que notes individuelles? Pourquoi a-t-on l'impression de n'entendre que la fondamentale? D'une part, car comme nous l'avons vu, le volume des harmoniques décroît avec leur rang, mais aussi et surtout car le cerveau se focalise sur la hauteur de la fondamentale et fusionne en quelque sorte les harmoniques avec elle, qu'il interprète essentiellement comme des informations de timbre. Voilà, ça c'est vraiment une notion fondamentale. Alors, je pense que nous en savons assez pour aborder enfin la notion d'intonation juste. En intonation juste, les intervalles que forment les différentes notes d'une gamme avec la tonique sont caractérisés par leur parfaite consonance. Ce dont Michel parlait tout à l'heure avec la pureté, enfin ce qu'a Danielou, etc. Alors, cette consonance est due au fait que ces intervalles s'expriment sous forme de ratio, ou si l'on préfère de fraction, autrement dit de quotient, constitués de nombres entiers au numérateur comme au dénominateur. Par exemple, 3 demi, on retrouve ça ici, 3 demi, qui correspond approximativement à la quinte de notre gamme tempérée, 4 tiers qui correspond approximativement à la quarte, 5 quarts qui correspond approximativement à la tierce majeure, 6 cinquièmes qui correspond approximativement, je vais y arriver, à la tierce mineure, etc. En conséquence, les harmoniques communs aux deux notes qui composent de tels intervalles ont exactement les mêmes fréquences, d'où une absence de battement qui contribue à la clarté, à la pureté du son et à cette fameuse consonance. Donc on va essayer d'écouter tout ça, ce qui est quand même mieux que d'en parler. Alors, dans cet exemple, nous allons tout d'abord écouter deux sinusoïdes de respectivement 440 et 442 Hz, ce qui est donc très très proche, et on va bien jouer simultanément, et on va bien s'apercevoir qu'on perçoit des battements. Ensuite, on va écouter ces deux mêmes sinusoïdes l'une après l'autre, on est tout à fait incapable de différencier leur hauteur de 2 Hz, le pouvoir discriminatoire de l'oreille n'arrive pas jusque-là, et on va de nouveau les écouter simultanément. On entend bien les battements. Elles jouent ensemble. La première, la deuxième, personne n'a perçu les 2 Hz de différence, et de nouveau ensemble. Voilà, donc ça c'est vraiment fondamental. Oh, j'en suis déjà là. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Alors, plus les chiffres qui composent un ratio sont petits, plus les notes de l'intervalle qu'ils représentent comportent d'harmoniques communs, plus le cerveau considère cet intervalle comme consonant. Alors, parmi les intervalles les plus consonants, on retrouve bien sûr ceux de la série harmonique rapportés à l'octave. Là, ils étaient, c'est-à-dire rapportés à l'octave, c'est-à-dire dont le ratio est compris entre 1 et 2. Cela signifie concrètement si le numérateur est supérieur au double du dénominateur, que l'on multipliera ce dernier par autant de fois 2 que nécessaire. Je vous ai bien dit que j'allais vous endormir. Ainsi, l'harmonique de rang 3 d'un rapport 3 sur 1, c'est-à-dire une octave plus une quinte, deviendra 3 sur 2, autrement dit une quinte. L'harmonique de rang 5 d'un rapport 5 sur 1, soit 2 octaves plus une tierce, deviendra 5 sur 4, autrement dit une tierce, etc. On notera le fait que seuls les intervalles dont le dénominateur est une puissance de 2 sont dérivés de la série harmonique. En intonation juste, on utilise également les intervalles non directement présents dans cette série, mais complémentaires dans l'octave, comme par exemple la quarte par rapport à la quinte.
je pense que ça vous parle, une carte plus une carte, ça fait une octave, soit un ratio de 4 tiers, donc pour cette carte. En additionnant ces deux intervalles, ce qui s'effectue en multipliant leur ratio, c'est les maths des ratios, on obtient bien l'octave. En effet, 3 demi fois 4 tiers égale 12 sixièmes. Or, ce ratio peut s'écrire 2 fois 6 sur 6, et en le simplifiant, c'est-à-dire en divisant numérateur et dénominateur par le facteur commun 6, on arrive bien à 2 sur 1. Même principe pour la six mineure par rapport à la tierce majeure, soit un ratio de 8 cinquièmes, 5 quarts fois 8 cinquièmes égale 40 vingtièmes égale 2 sur 1. Je vous passe tous les détails mathématiques. On utilise enfin des ratios qui ne sont ni présents dans la série harmonique, ni ne sont des complémentaires dans l'octave, comme par exemple 6 cinquièmes, qui est la tierce mineure, ou, enfin tierce mineure de notre gamme tempérée, enfin qui s'en rapproche, ou 5 tiers, qui est la six majeure. Alors, je reviens un instant sur cette notion d'harmonique commun à deux notes. Bon, ce schéma n'est pas terrible. J'ai bricolé un petit tableur. Donc sur le tableau ci-contre, les deux premières colonnes dressent la liste des fréquences des 15 premiers rangs harmoniques. Donc là, pourquoi j'ai pas ma souris, j'aimerais bien l'avoir. Bon, tant pis, ça va être un peu plus petit. Donc j'ai ma fondamentale, et en dessous, j'ai les de 2 à 16, les rangs harmoniques 2 au rang harmonique 16. Donc on voit bien les fréquences. Je suis parti exprès du fondamental de 100 Hz pour que ça soit plus facile. Donc forcément 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc. Dans la colonne suivante, on a la fameuse tierce rapportée à l'octave, donc qui fait bien 150 Hz. Et donc pareil, si on construit la série harmonique, 150, 300, 450, 600, etc. Et on constate bien que si on joue ces deux notes ensemble, on va avoir des tas d'harmoniques communs. 300, 600, 900 et 1200. Et évidemment, on n'aura pas de battement, donc on a vraiment une notion de pureté. Cette consonance va être liée à tous ces harmoniques communs. Les deux colonnes suivantes partent de cette même fondamentale et de la tierce mineure, ratio de 6 cinquièmes, et on note là qu'on a deux harmoniques communs à 600 et 1200 Hz, où j'en suis, 600 et 1200 Hz. J'ai pas fait d'arrondi sur la dernière colonne, je m'en excuse. Donc les deux dernières colonnes partent de cette même fondamentale, toujours notre Do, notre note à 100 Hz, et de la carte qui est un ratio de 4 tiers, et là on a 4 harmoniques communs. Bon, vous m'excuserez pour le 400 et le 399 et quelques, et également pour celui-ci, et 1200 et 1600. Dans la plupart des musiques en intonation juste, une note tenue dite bourdon joue en permanence la tonique, c'est-à-dire la première note de la gamme, afin de faciliter la perception de la justesse des intervalles. On notera au passage que la plupart des musiques traditionnelles du monde sont en intonation juste. Bon, là, ça va devenir un petit peu ardu, mais l'intonation juste n'a pas que des avantages. En effet, elle complexifie les modulations, c'est-à-dire les changements de tonalité sur le plan de la facture instrumentale. Je vais prendre l'exemple d'une gamme dont la tonique est Do. Je n'ai toujours pas ma souris quand je fais ça, enfin bon, vous voyez. La tierce, en l'occurrence le Mi, qu'on retrouve ici, est donc d'un rapport de 5/4, on l'a vu tout à l'heure, soit 1,25. Ce rapport correspond à l'harmonique de rang 5, soit un ratio de 5 sur 1 rapporté à l'octave. Mais, et c'est là où j'entre pas dans les détails pour maintenir éveillés ceux qui le sont encore, si on voulait moduler dans la gamme, dans une gamme dont la tonique est Ré, la tierce, en l'occurrence le Fa dièse, devrait toujours avoir ce même rapport de 5 quarts avec la tonique. Alors que dans la gamme dont la tonique est Do, le rapport entre le Ré soit un ratio de 9 huitièmes et le Fa dièse soit un rapport de 11 huitièmes, le rapport c'est ça, qui correspond à l'harmonique de rang 11, toujours rapporté à l'octave. Cet intervalle entre ces deux notes est de 11 neuvièmes au lieu de 5 quarts, c'est-à-dire 1,22 au lieu de 1,25. De quel chapeau je sors cette histoire de 11 neuvièmes? Alors mathématiquement, pour obtenir l'intervalle entre deux intervalles, donc voilà, entre ces deux-là, entre 11 huitièmes et 9 huitièmes, on multiplie l'inverse du ratio de la note la plus grave, c'est-à-dire qu'on va prendre 8 neuvièmes et non pas 9 huitièmes, par le ratio de la note la plus aiguë, c'est-à-dire 11 huitièmes, et on va arriver à 88 sur 72, ce qui équivaut sous une forme réduite à 11 neuvièmes. On divise le numérateur et le dénominateur par le plus grand commun diviseur, en l'occurrence 8 dans le cas présent.
Donc, concrètement, il faudrait rajouter à notre gamme un autre fa dièse, si je puis m'exprimer ainsi, d'un ratio de 5/4 par rapport au ré, soit 9/8 fois 5/4 égale 45/32 au lieu de 11/9, 1/406 au lieu de 1/375. Ceci pour dire qu'au final, un instrument conçu pour jouer en intonation juste dans toutes les tonalités nécessiterait un si grand nombre de notes par octave que cela rendrait la facture et le jeu quasi impossible. Je vous rassure, on va écouter un peu tout ça. J'ai bien l'intention l'impression d'aller trop vite et d'être très abstrait, mais on va écouter quelques exemples dans un instant. Oui. Alors, je passe maintenant, après l'intonation juste, à l'intonation fausse, enfin la gamme tempérée. Alors, fruit de diverses évolutions qui ont eu lieu entre le XVIe et le XIXe siècle, la gamme tempérée s'est imposée comme un standard. Elle divise l'octave en 12 intervalles égaux, appelés demi-tons. Je vous fais grâce d'un cours de mathématiques, mais de fait, le ratio d'un demi-ton équivaut à racine 12e de 2, soit 1,059, j'arrondis. Par ailleurs, les intervalles sont exprimés non plus sous forme de ratio, mais en cents, une unité de mesure logarithmique, ça tombe bien, c'est comme ça qu'entend votre oreille. Un demi-ton tempéré vaut 100 cents, et par voie de conséquence, l'octave, 1200 cents. À part cette octave, tous les intervalles de la gamme tempérée sont plus ou moins faux. Certains d'entre eux, comme la quinte ou la seconde, majeure, sont très proches de leur équivalent en intonation juste, d'autres en sont plus éloignés. Alors, le tableau ci-contre, que je vais peut-être pouvoir repasser en plein écran, on reprend toujours nos 16 premiers rangs harmoniques, on en indique le ratio, 1/1, 2/1, 3/1, etc., jusqu'à 16/1. On a l'intervalle tempéré le plus proche, donc effectivement l'octave, octave plus quinte, double octave, etc. Et là, on voit tout ce que ça donne quand c'est rapporté, c'est cette notion de rapport dans l'octave, c'est-à-dire qu'effectivement 3/1, ça devient 3/2, 5/1, ça devient 5/4, bon tout ça c'est encore des maths, 5/1, ça devient 7/4, donc on rapporte en fait tous ces rapports dans une seule octave, et on a l'intervalle tempéré le plus proche, et dans cette colonne-là, ce qui est intéressant, l'avant-dernière colonne, c'est qu'on a les écarts en cents par rapport à la gamme tempérée, donc on se rend compte que effectivement tous les octaves sont justes, forcément, c'est le seul intervalle qui l'est, que les tierces, que les quintes sont pas mal, on a juste 2 cents d'écart, mais que par contre la tierce majeure c'est une catastrophe, on a moins 14, etc. La quarte augmentée, je n'en parle même pas, la six mineure non plus, donc on se rend compte qu'il y a quand même deux grosses différences entre l'intonation juste et la gamme tempérée. Alors on peut poser la question de savoir pourquoi on a adopté cette gamme tempérée si tous les intervalles sont faux. Eh bien tout simplement parce qu'elle permet, avec un instrument à son fixe, comme par exemple le piano, parce qu'un instrument, Michel parle du violon, mais un instrument sur lequel on fait soi-même sa hauteur, voilà, ce qu'on veut avec, elle permet avec un instrument à son fixe, comme par exemple le piano, de jouer dans toutes les tonalités, puisque tous ces intervalles sont égaux. Autrement dit, de transposer et de moduler à volonté. En théorie, on pourrait bien sûr imaginer un instrument en intonation juste à son fixe, conçu pour jouer dans les 12 tonalités, mais cela impliquerait, comme nous l'avons évoqué, qu'il comporte un très grand nombre de notes par octave, ce qui, de nouveau en pratique, n'est envisageable ni sur le plan de la facture instrumentale, ni sur celui du jeu. Ah, il me reste plus qu'une soixantaine de pages. Alors, vu autrement, la gamme tempérée représente un compromis destiné à produire des musiques harmoniquement complexes tout en facilitant la facture des instruments. Sans elle, le jazz, par exemple, n'existerait pas. D'autre part, même si notre système auditif préfère les intervalles purs, il s'accommode parfaitement du manque de justesse des intervalles de la gamme tempérée. Bon. Il s'en accommode, mais Alain Danielou souligne que les efforts nécessaires induisent une certaine fatigue auditive. Alors, après vous avoir asséné toute cette théorie, on va peut-être passer un peu d'écoute pour concrétiser tout ça. J'espère que ça ne sera pas trop long. Ça va parler, je pense que j'ai même pas besoin de faire de commentaires, je pense que ça va vous parler assez simplement. On va retrouver cette notion qu'on peut pas, que si en intonation juste, on est en do, et ben qu'on pourra pas être en ré, enfin qu'on va pas pouvoir moduler. Tout ça est assez clairement, je m'exprime mal, mais lui s'exprime beaucoup mieux. So here we are in the music department, and we're going to try out this very interesting piano that can do some cool stuff for us. I'll start off by playing the chord of C major, and then I'll play the chord of C sharp major. On est en gamme tempérée. On entend les battements. If you listen very carefully, you'll actually be able to hear a beat frequency in the background. Oui.
on va passer, je crois, après en intonation juste. Now we can actually fix that up and remove the beat frequency by switching over from an equal tempered scale to a pure tempered scale. Comme bien d'écouter tout ce qu'on vient de dire. Il va passer de l'un à l'autre, ça va être encore Can you hear plus the intéressant. difference? Donc là, c'est vraiment évident. Et après, on va faire le petit exemple. Si on veut aller, alors moi j'étais en Ré tout à l'heure, lui il est en Do dièse. To scale up to C sharp major, it'll sound a bit off. On est toujours en intonation juste, et là c'est complètement faux si on déplace, si on change de C tonique. sharp major should sound more like this. Alors que ça devrait sonner comme ça, là on est repassé en tempéré. En intonation If juste, we want c'est to fix complètement it faux. up, we must also transpose the pure tempered scale up Voilà. to C Donc là, sharp c'est là major. qu'on change de tonique et qu'on va passer dans une gamme en intonation juste en Do dièse. Donc là, on entend vraiment la différence entre les deux. J'écourte parce qu'après, on fait la même chose dans l'autre sens. Vous avez compris le sens. Là, on va plus se détendre. C'est des voix, un court extrait musical vocal en tempéré, puis en intonation juste. En plus, c'est joli. Gamme tempérée. C'est pas super évident, mais on perçoit quand même. En plus, c'est joli. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il a l'air rigolo, lui. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du fait que presque tous les instruments C'est étaient pas synchro. désaccordés. Voici à quoi ressemble une gamme parfaitement accordée. Et comment elle sonne lorsqu'on la joue sur un vrai piano. On entend bien qu'il y a des notes qui sont proches, d'autres loin. Alors pourquoi ne pas simplement utiliser la gamme parfaite? Eh bien, elle sonne bien si vous jouez ces notes. Mais moins bien si vous jouez ces notes. Toujours pareil. La raison principale pour laquelle les instruments sont accordés de cette façon est que l'espacement entre chaque note est le même, quelle que soit la hauteur que vous jouez sur cet instrument. Ainsi, au lieu d'avoir un son excellent dans une tonalité et horrible dans toutes les autres, les musiciens ont dû trouver un compromis pour que cette gamme tempérée fonctionne dans toutes les tonalités, mais soit légèrement désaccordée dans chacune d'elles. Mais pour la plupart d'entre nous, nous ne remarquons même pas que les notes sont fausses. C'est donc un assez bon compromis. Ok. Je vous rassure, on est à plus que deux. Ça, c'est marrant parce qu'on parlait des guitares. C'est l'excellent Jacob Collier, lui-même en personne. Put your hands up if you think the piano's in tune, first of all. And then some people put up their hand, and then I say, well, it's not, right? Because the piano is equally tempered, which means that all the semitones are the same size. Essentially, just intonation is a key tune to the harmonic series of that fundamental. On retrouve tout ce qu'il y avait dans le tableau de tout à l'heure avec les écarts. So if I tune a C major chord with a justly tuned third, then the E in a C major triad is going to be about, I think it's 14 cents lower than on the piano. L'instrument de Jacques Dudon était un peu comme ça, Unbelievably in tune. de tout à l'heure. Stops beating, it's just they just like hug each other. That feeling with a third is so glorious, and basically the third kind of disappears in the chord because it feels so natural and Bon, vous avez compris le truc parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Je passe à la suivante parce que sinon... Qu'est-ce qu'il fait encore là? C'est pas lui là. Celle-là, elle est longue, mais on va voir. Après, j'ai presque fini. Hein. Equal temperament isn't that bad. I know, there's a whole book written about how equal temperament ruined harmony, but hear me out. First, we need a little bit of background. When we play a note, we hear not only the fundamental note which we are playing, but also many quieter overtones above it. You almost never notice it, but when we use a filter to find these overtones, also known as harmonics, it's clear that they're there.
It's the magnitudes of each of these overtones which differentiates, say, a violin from a trombone. Ce qu'on a dit sur A le common timbre tout à pattern l'heure. that these overtones follow is known as the harmonic series, which is formed by the integer multiples of the lowest frequency. For example, the series built on a frequency of 100 cycles per second, otherwise known as hertz, would look like this. Let's tune our piano in C major based on the harmonic series. This is known as just intonation. Okay, sounds great. It might sound a little unusual because our ears are used to 12-tone equal temperament, but this scale is what C major should sound like according to the harmonic series. Now our piano is tuned in C major. Let's play a quick piece. Did you notice it sounded a little unusual? That's because whenever we played a chord other than C, the notes were no longer in tune. Sure, when we played the C major chord, it sounded nice. But what about when we want to play something other than the tonic? If we're on a fixed pitch instrument like a piano, we can't tune it mid-piece. And it's not practical to have lots of extra keys to play all of the in-between notes. The solution was 12-tone equal temperament. Since the 18th century, virtually all instruments have been tuned so that each semitone or half step is an equal distance apart. The exact ratio between semitones is the 12th root of 2, approximately 1.05946. This meant that instruments could play in all keys, at the expense of having natural-sounding intervals. In equal temperament, intervals like the perfect fourth and perfect fifth are very close to their justly tuned counterparts, whereas major thirds are less in tune. It is a compromise that enabled modern music, as well as many jazz harmonies which would not be possible using just intonation. Whilst 12-tone equal temperament didn't become commonplace until the 18th century, it was calculated as early as 1584 by Chinese mathematician Zhu Zaiyu, who tuned bamboo pipes to his Ok, new bon, je tuning pense qu'on a system. vu tout ce qu'il fallait. Après, ça part ailleurs. Voilà, bon, je vous rassure, j'ai bientôt terminé. Alors, on attaque enfin la sémantique musicale. Si la gamme tempérée est un système fini, l'intonation juste permet de créer une multitude de gammes. Celle qu'Alain Danielou nous propose et qu'il décrit dans son ouvrage Sémantique musicale est l'une des plus complètes. Elle compte 52 intervalles par octave, soit 53 notes avec la tonique. Danielou part du principe que notre système auditif perçoit les pressions et dépressions des formes d'ondes comme une succession de coups. Il écrit « Notre cerveau classe immédiatement les facteurs 2, 3 et 5, tout comme certains de leurs multiples, même assez élevés, mais cesse de fonctionner lorsqu'on nourrit son mécanisme avec des nombres premiers supérieurs à 5. Donc ça, c'est vraiment la base de la théorie de la sémantique musicale. Ainsi, les 52 intervalles sont exclusivement constitués tant au numérateur qu'au dénominateur des chiffres 2, 3 et 5, ainsi que de leurs multiples, ceci dans les limites de 2 puissance 11, 3 puissance 7 et 5 puissance 3. Au-delà, tout autre intervalle est en pratique indifférenciable de ces 52 intervalles. En plein écran, ça serait quand même beaucoup plus joli, ce dessin de Jacques Dudon. La gamme Danielou est constituée, alors là, bon, après, faut lire son bouquin qui va bientôt sortir en e-book. La gamme Danielou est constituée de 7 séries, toutes construites sur le même modèle pythagoricien, c'est-à-dire un cycle de 4 quintes, sol, ré, la, mi si l'on prend do pour tonique, et cycle de 4 quartes, fa, si bémol, mi, la bémol. La série de base part du do, les séries nommées plus
et plus du cycle des tierces mineures, soit des ratios de respectivement 6 cinquièmes, 36 25e et 216 125e, les séries nommées moins et moins du cycle des sixtes mineurs, ratio de respectivement 5 tiers, 25 18e et 125 108e. Bon, je vous laisse lire le livre. Voilà, Michel vous a déjà montré cette disposition des intervalles sur le sémantique d'Agnello 36. Effectivement, ces 36 notes sont les principales pour jouer l'échelle d'Agnello. C'est toujours mieux d'avoir les 52 intervalles, mais voilà. D'Agnello considérait que c'était vraiment celle-ci qui était fondamentale. Le terme sémantique vient du fait qu'à chacun des 3 systèmes numériques en œuvre dans la gamme d'Agnello, binaire, ternaire et quaternaire, est attribué un caractère expressif. Ainsi, en fonction des nombres utilisés pour exprimer un intervalle, d'Agnello lui associe des sentiments, solaire, triste, agressif, vigoureux, etc. En réalité, il ne s'agit pas à proprement parler d'une gamme, mais d'un vocabulaire. D'Agnello insiste sur le fait que sa gamme inclut les intervalles de quasiment tous les systèmes connus. C'est en particulier le cas des 22 shrutis de la gamme indienne, auxquels sont également attribués un caractère expressif. Alors par vocabulaire, il faut comprendre que les 52 intervalles ne sont pas faits pour être utilisés simultanément dans un même morceau. On sélectionnera un ensemble de notes limitées en fonction du but poursuivi et de façon à garantir une certaine cohérence harmonique. La version virtuelle du sémantique, le sémantique d'Agnello 53, propose une petite centaine de ces sélections appelées tunings. Sur cette première copie d'écran, donc du sémantique virtuel, nous avons tous les intervalles de la gamme. Sur cette seconde copie, j'y suis bien, cette seconde copie, un tuning à 9 intervalles, 1 sur 1, 19e, 9 8e, 256, 225e, 144 sur 125, 4 sur 3, 3 sur 2, 5 sur 3, 27 sur 16, 128 sur 75. Bref, bon, bah je crois que j'en ai fini de cette présentation, et je ne sais pas ce qu'on fait après. On joue de la musique, ou on l'a fini, ou je sais pas. On commence par te remercier. On va encore applaudir. C'est trop d'honneur. Après ta présentation aussi.